J'aimerais vous partager ce qui m'a aidé à avancer, ce que j'aurais voulu comprendre plus tôt dans ma réflexion, et j'espère que ça pourra vous être utile. J'en profite pour remercier Antoine de donner la parole à des jeunes, parce qu'on ne les entend pas si souvent que ça, et pourtant ils ont une place essentielle, puisque c'est simplement de notre vie entière dont il est question. Je citerai simplement des initiatives locales. Actuellement, en plus de la Biennale des villes en transition, on a le festival Game Over à Sciences Po Grenoble. Et il y a aussi la semaine du développement durable de l'INP Grenoble. Donc arrêtez-vous pas juste au nom développement durable, il y a quand même du lourd derrière ça. Et pour en revenir à la perte de sens de la jeunesse, au final, on a quand même eu la chance de grandir dans un monde qui était relativement stable en France au niveau politique, économique, au niveau de la sécurité. Mais finalement, on se retrouve quand même avec des gens qui ont ce qu'on appelle des bullshit jobs. Donc c'est vrai pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Ce qu'on appelle le brown-out, c'est de ne plus trouver aucun sens dans son travail. Et en plus de ça, on nous annonce qu'on va droit vers un effondrement. Donc on se prend un peu une double peine. D'un coup, les deux sont un peu liés. Et ce qu'Emmanuel et Pablo nous ont présenté, ils ont mis plusieurs années à le comprendre, à le développer, à nous le présenter. Et au final, nous, nouvelle génération, on intègre tout ça d'un coup, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On peut passer des nuits blanches sur YouTube, sur Internet, à regarder toutes les vidéos de Tinkerview, les présages, etc. Et en fait, finalement, c'est assez violent. Encore plus peut-être pour les, je dirais, 25-30 ans que je représente peut-être un peu plus parce qu'on finit nos études, des études supérieures, souvent longues, et au final, on se rend compte qu'une fois qu'on a fait tout ça, ça ne sert plus vraiment à rien par rapport à ce qui va arriver. C'est une perte de temps, mais on apprend quand même des choses utiles. Et on a quand même peut-être une chance, je dirais, c'est qu'on n'est pas encore coincé dans un emploi, parce qu'on n'en trouve pas. Et qu'on n'a pas forcément encore de vie de famille. Donc je dirais que c'est notre chance dans cette histoire. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a décidé à arrêter la recherche fondamentale. Donc j'étais microbiologiste, je travaillais sur un pathogène qui cause 1,6 million de morts par an encore chaque année dans les pays en développement. Donc c'est un sujet de recherche qui est vraiment très important au final, mais j'y voyais plus du tout de sens parce que même en trouvant une cible thérapeutique intéressante, c'est 10 à 20 ans de recherche et de développement pour mettre au point un vaccin, et ces 10 à 20 ans, on les a pas, et il y aura probablement plus de morts que ça avant pour d'autres conséquences. Donc je dis pas que la recherche fondamentale est inutile, loin de là, mais en tout cas moi j'y trouvais plus aucun sens. Voilà, donc après ma thèse, j'ai arrêté la recherche fondamentale, et ça fait un peu plus d'1 an et demi que je m'intéresse sur mon chômage aux thématiques de l'effondrement, à la construction de résilience. Donc j'aimerais ce soir vous partager mon expérience. Un petit focus sur les plus jeunes que moi, ils ont peut-être pas autant cette période de deuil, donc cette prise de conscience de l'effondrement, parce que finalement ils sont directement propulsés dans la transition. Ils sont à peine au début de leurs études et ils ont encore tous les choix possibles devant eux, et on voit qu'ils se mettent plus vite à l'action en fait, comme les mouvements des lycéens contre l'inaction climatique de nos États. Antoine a parlé de Greta Thunberg, je pense que c'est un des meilleurs exemples. Mais il y a quand même quelque chose que je remarque et auquel je pense qu'il faudra attention, c'est attention aux solutions, parce que c'est beaucoup contre ce qui se passe au niveau des États, mais attention aux propositions qui sont de solutions qui sont proposées. Non, les énergies renouvelables, la voiture électrique, ça sauvera pas le monde. Je pense que ce qu'Emmanuel et Pablo présentent comme travaux scientifiques permettent de le prouver. Donc attention à ce qui arrive derrière, et ça, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde de guider les jeunes dans la bonne direction. Un autre exemple que je voudrais donner, c'est, vous avez sans doute entendu parler des mouvements Il est encore temps, On est prêt, ou encore l'affaire du siècle, qui a réussi à mobiliser 2 millions de personnes dans la France. Et je vous conseille de regarder la vidéo de 2 de ces youtubeurs, Félicien Bogart et Vincent Verza, qui s'appelle « On s'est planté ». Et en fait, déjà 5 ans
après le début de leurs actions, ils s'arrêtent, ils font une pause, ils font le point. Et au final, ils ont réussi à faire des mobilisations, ce sont des victoires symboliques, mais au final, elles sont minimes parce qu'en termes de conséquences, il ne s'est rien passé. Et voilà, la jeunesse est capable de faire une mise au point, de conclure très très vite sur ce qui se passe et d'aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Un autre point, on a la chance d'être très aisé dans la recherche d'informations sur Internet, sur YouTube, etc. Mais au final, on a énormément d'infos et même beaucoup trop d'informations. Et en fait, sur Internet, on trouve souvent ce qu'on cherche et on s'enferme aussi dans ce qu'on appelle des bulles informatives. Avec les algorithmes de Facebook, YouTube, etc., on nous recommande toujours des vidéos qui vont dans le sens de ce qu'on cherche. Et au final, on s'enferme dans des bulles informatiques des bulles informatives et on s'isole un peu de la complexité et de tous les paramètres qu'il faudrait prendre en compte dans l'effondrement. On est noyé dans l'information et donc une chose que j'ai au final apprise et qui m'a été très utile, c'est de se forger un esprit critique, toujours. Allez croiser vos sources, ne faites pas confiance à une seule personne, allez voir les avis critiques sur les personnes, même si vous estimez qu'elles sont très pertinentes. Et surtout, au final, peut-être lever la tête de nos écrans, aller discuter avec des gens en vrai. Souvent, les gens qui ont des discours et des expériences très, très pertinentes et qui nous inspirent, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Merci. Et un dernier point qui, moi, me représente particulièrement, c'est que ça fait 1 an et demi que je passe mon temps à me renseigner sur l'effondrement, la collapsologie, les données scientifiques, etc. Mais quand on se rend compte qu'on passe son temps à ne faire que confirmer ce qu'on sait déjà, toujours plus dans le détail, c'est peut-être le signe qu'il faut commencer à passer à l'action. Donc, pour moi, la transition, au final, en considérant toutes les données scientifiques, ça va... Voilà, c'est comme le disait Pablo, c'est pas quelque chose qui est forcément tout doux et tranquille. Ça va se traduire par de l'adaptation à des difficultés qui sont inévitables, qui vont être plus ou moins brusques à l'échelle planétaire et dans un environnement qui sera moins accueillant pour le développement de la vie. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a, grâce aux scientifiques, une idée de ce qui pourrait nous attendre, grâce à la science et surtout à la vision systémique. Et ça nous donne la possibilité d'agir dès maintenant, de s'y préparer. Et notre capacité à vivre mieux cet effondrement, cette transition, elle va dépendre de notre créativité, de notre capacité à inventer un monde résilient, bienveillant, solidaire, respectueux, équitable. Mais il faut bien se garder à l'esprit que ce ne sera pas tout rose. Donc pour moi, la meilleure stratégie, en fait, c'est de construire dès aujourd'hui cette résilience dans le respect du vivant. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'agir en fonction de nos compétences, nos envies, et de garder en tête les limites de la planète, ce que nous annoncent les scientifiques. Donc simplement un résumé de ce qu'est pour moi la transition. Je vais sans doute répéter un peu ce qu'Emmanuel et Pablo ont pu dire à quelques moments. Ça se résume en 3 mots: résistance, résilience et régénération. Résistance au système destructif du vivant en place, au niveau économique, des lobbies, au niveau politique, mais aussi culturel et même psychologique. Une des voies qui est possible, c'est la désobéissance civile. Donc il y a par exemple le groupe Extinction Rebellion, qui est un groupe local à Grenoble. Et je vous ai parlé des youtubeurs engagés tout à l'heure, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre sur la table aussi, parce que sinon il n'y a rien qui marche. Ensuite, il y a la construction de résilience face aux difficultés, aux catastrophes environnementales, aux tensions sociales, aux guerres. Il faut s'y préparer. Alors je vais vous donner une définition de la résilience parce qu'il y en a plusieurs et je pense que c'est important de voir ce qu'il y a derrière ce mot. C'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce, d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal
après avoir subi une perturbation. Donc ça ne veut pas dire qu'on revient à l'état initial, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'adapter à une situation. Et en fait, on se dirige dans un dérèglement climatique qui va être durable et surtout imprédictible. Donc plus que de la résilience, il va falloir qu'on soit capable de s'adapter tout le temps. Et comme le disait Arthur Keller hier soir, qui a donné une conférence qui a aussi beaucoup parlé de résilience et que je vous conseille de re-regarder, on va même plus loin que de l'adaptabilité, c'est même de la transformabilité. Au niveau de cette résilience, il y a différentes échelles au final. Une échelle individuelle, qui peut être matérielle ou psychologique, et une échelle collective. Les deux sont importantes, mais on s'en sortira au mieux avec une résilience et un mouvement collectif. Ça, c'est évident. Cette résilience, elle impose en premier lieu, à mon avis, réfléchir à la sobriété, et particulièrement sur notre rapport à la consommation. Donc on peut citer des exemples qui sont peut-être pas du tout à l'ampleur, mais qui sont des très bons débuts. Le minimalisme, le zéro déchet, c'est des choses qui sont facilement atteignables pour nous et qui nous permettent de rentrer dans l'action. Après, on a des choses plus concrètes et plus générales, comme les politiques de rationnement. Donc Mathilde Zouba, qui devait venir ce soir et que je remplace, j'aurais vraiment beaucoup aimé l'écouter sur cette thématique qui est particulièrement taboue en fait. Ensuite, on a la résilience matérielle, alimentaire, la résilience des infrastructures. Donc je ne suis pas assez compétente pour vous parler de ça ce soir. Mais voilà, il y a entre autres l'autonomie locale en alimentation, en énergie, l'autonomie matérielle. Regardez ce qui se fait autour des low-tech. Il y a le low-tech Lab à Grenoble, il y a un mouvement aussi en France, il y a aussi un mouvement international du low-tech magazine. C'est vraiment des choses où il y a beaucoup, au final, d'innovation à faire et qui nous seront très utiles. Et puis il y a d'autres sujets un peu plus difficiles comme la gestion des communs négatifs, la gestion du nucléaire. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer et dont on n'a pas forcément toutes les réponses encore. Et puis il y a d'autres sujets que je trouve tabous, pas très traités, c'est par exemple le système de santé, comment on fait quand on ne peut plus s'approvisionner en plastique pour toutes les seringues, tout ça. Je pense que les médecins aussi ont beaucoup de travail de ce côté-là, mais je ne suis pas du tout compétente pour vous en parler ce soir. Une autre partie de la résilience dont on parle aussi peu, mais grâce à Pablo entre autres, ça a été beaucoup développé, c'est la résilience psychologique. Et ça, c'est très important au final d'avoir quelques bases en psychologie pour comprendre ce que c'est le déni, la dissonance cognitive, ce qui nous empêche de passer à l'action, ou ce qui fait que quand on essaye de parler de l'effondrement à des gens, en fait, on se rend compte qu'on est face à un mur ou que les gens ne veulent pas en parler. Il y a tout ce qui est aussi comment réussir à gérer sa souffrance, sa douleur. Là, je vous invite à regarder les travaux scientifiques sur la méditation pleine conscience, par exemple, qui n'est pas du bouddhisme, mais vraiment une méditation, on va dire, laïque et qui a vraiment un potentiel énorme dans la gestion de nos émotions. Et je pense que c'est très important pour ce qui va nous arriver dans les années à venir. On peut aller plus loin avec l'éco-psychologie. Là, je pense que Pablo est plus compétent que moi pour en parler. Et puis toute la question de la spiritualité, notre rapport à la nature. Donc Pablo, Dominique Bourg, voilà, allez lire ces auteurs. Et puis le dernier point, c'est que si on veut faire plus que juste faire moins mal, ce qu'au final on est en train de faire actuellement, c'est penser à la régénération. Donc on a une partie, on peut dire peut-être individuelle, désapprendre, changer de mode de pensée, apprendre des choses qui vont nous être utiles pour construire plus de résilience, être de plus en plus créatif, mais surtout la régénération des systèmes vivants. Parce que sans tous ces systèmes, on ne pourra pas réussir à survivre longtemps sur la planète. Donc accueillir la biodiversité dans nos jardins, dans les espaces, préserver les espaces vierges, la protection des écosystèmes, etc. Et là, on en parlera un peu tout à l'heure, mais la permaculture, le biomimétisme, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et surtout, garder une humilité face au vivant, parce que la nature, au final, c'est un labo de recherche et développement qui a 3,8 milliards d'années. Donc, je pense qu'on en a beaucoup à apprendre.
Donc juste pour finir, mes questionnements. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, c'est essentiellement une vision occidentale. Et je suis pas sûre que ce soit... Enfin, il y a des gens qui ont plus que cette vision occidentale, mais moi, en tout cas, j'y suis encore beaucoup. Et cet effondrement, ça s'apparente en fait finalement à une perte de privilèges qui sont en fait illégitimes à l'échelle planétaire, à l'échelle par rapport à la consommation d'énergie mondiale, des ressources environnementales, de la pollution. Donc on se plaint d'une perte de privilèges qu'au final une grande partie de la population n'aura jamais connue et vit déjà ce qu'on imagine pour nous une vie d'effondrée. Et j'ai encore du mal, j'arrive pas à me positionner par rapport à ça, à savoir en fait ce qui est vraiment pertinent à faire pour se mettre à niveau sur une vision mondiale. Un petit chiffre qui m'a marqué, c'est que 10% de la population des plus riches, donc les plus riches alors après ça peut être, ça dépend d'où on va voir, mais les 10% des plus riches, ça correspond à tous ceux qui gagnent plus d'un SMIC. Donc pareil, allez vérifier ces infos, je suis pas sûre qu'elles soient encore à jour, mais ça donne un ordre de grandeur. Et ça concerne à peu près nous tous présents. Je pense que beaucoup d'entre nous faisons partie des 10% les plus riches de la planète. On est responsable de 50% des émissions de CO2 sur la planète. Donc on a peut-être une plus grande responsabilité que beaucoup d'êtres humains sur cette planète-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Merci Julie pour ce...